Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver à l'occasion de ce nouveau webinaire organisé par BPI France Création, cette fois-ci consacré au conflit entre associés. Pour rappel, quelques détails techniques. Le webinaire durera 1 heure, dont 45 minutes seront consacrées à la présentation du sujet et 15 minutes aux questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié « Questions ». L'onglet « Chat » est principalement dédié aux questions d'ordre technique. Enfin, le webinaire sera disponible en replay ainsi que le support de présentation sur le site de BPI France Création. Je propose d'abord un rapide tour de table avec notre invitée aujourd'hui qui nous fait l'honneur d'intervenir à ce sujet. Stéphanie, à vous. Bonjour, je vous remercie Marine, bonjour à tous. Je suis Stéphanie Coquery, j'exerce au sein du cabinet Résonance Avocat. Je suis spécialisée en droit des affaires et en droit des sociétés et j'interviens notamment à ce titre dans le cadre de la préparation et de la constitution de pactes d'associés et également dans le cadre des conflits d'associés, qui est notre sujet du jour. Merci Stéphanie. En guise d'introduction, je souhaitais rappeler que le conflit entre associés, c'est un risque majeur pour la société, qu'il est trop souvent pris à la légère, à tort et rarement anticipé de ce fait. Force est pourtant de constater que de nombreux associés sont en conflit, ce qui complique bien souvent la bonne marche de la société et que différentes issues peuvent être à l'aide de ces conflits, on peut découvrir différentes issues. Concernant le sommaire, en fait, nous allons aborder différentes thématiques. Donc, la première partie sera consacrée aux différentes causes de mésentente. La seconde sera consacrée à l'anticipation, les solutions d'anticipation. C'est essentiellement la partie pendant laquelle Stéphanie, en tant qu'avocate, nous éclairera sur ce sujet. Et la troisième partie sera consacrée aux solutions pour régler un conflit entre associés. Avant toute chose, nous avons mis au point un sondage pour mieux vous connaître et ainsi mieux répondre à vos questions. On souhaiterait, si vous le pouvez, que vous y répondiez. L'onglet dédié au sondage est en bas de votre écran. Vous devez le voir, il est alors là, essentiellement, je vois beaucoup de personnes qui arrivent sur l'onglet chat et je vous en remercie. Bonjour à tous. L'onglet chat est juste à côté, sur la droite, si vous le voyez. N'hésitez pas à y répondre. Ce sont 3 questions. Je vais vous les poser de toute façon de manière assez informelle, mais si vous y répondez dans l'onglet dédié, ça va nous permettre de mieux comptabiliser les votes et d'insister plus ou moins sur des parties qui vous intéresseront. Alors, pour la première question, alors attendez, hop, voilà. La première question, essentiellement, c'est de savoir dans quelle situation vous êtes. Est-ce que vous souhaitez vous associer et éviter les conflits? Vous êtes avec votre associé et vous regardez ensemble ce webinaire et vous souhaitez vous poser les bonnes questions avant de vous associer et pour éventuellement rédiger un pacte d'associés. Ça, c'est la première question. La seconde question, elle est juste en dessous. Et l'idée, c'est de savoir, selon vous, quelle est la meilleure composante pour constituer une équipe d'associés de rêve. Et la troisième question, c'est un peu une idée reçue, savoir, est-ce que vous pensez, a priori, qu'il faut s'associer à 50-50? Voilà. Je vous laisse éventuellement y répondre, sinon nous répondre de manière informelle sur le chat. Alors, je vois beaucoup de ACB, 4951, AAB. OK. Bon. On aura le temps, au cours du webinaire, de les étudier un petit peu plus et je pense d'affiner un peu plus notre présentation en fonction. Très bien. Je regarde. Tout est dans le chat. Peut répondre au Marine, sondage. excuse-moi de te couper. Tu as les résultats du sondage, si tu cliques sur sondage. Génial. Alors, moi, je ne les vois pas. Moi, je les vois pas. J'ai cliqué sur sondage, mais moi, j'ai encore les questions. Je te laisserai me les envoyer si tu peux, Guillaume. Merci. Très bien. Il faut voter pour voir les résultats. Très bien. Alors, je vais me mettre au même titre que vous. Je vais faire la même chose. Merci beaucoup. Très bien.
Très bien. Et là. Très bien. Stéphanie, est-ce que vous avez voté aussi de votre côté? Je suis en train. Très bien. Génial. Voilà. C'est chouette. Effectivement, il fallait aussi que je participe au sondage. Alors, donc je vois que principalement les personnes qui nous écoutent souhaitent s'associer et éviter les conflits, donc ils agissent en amont, ce qui est chouette. 10 personnes sont en situation de conflit et souhaitent s'en sortir. Pour la deuxième question, la composante pour constituer une équipe d'associés de rêve. Très bien, plutôt bien réparti. Et pensez-vous qu'il faut s'associer à 50-50? Pareil, on est... ok, très bien. Je continue, je laisse encore le temps à certains de répondre. Je pense que globalement, 213 votes. Voilà, il y a eu environ 200 participants. Eh ben, je vous remercie d'avoir répondu à ce sondage. Merci beaucoup. Alors, dans un premier temps, nous allons chercher à comprendre les différentes causes de mésentente. Si on veut définir le conflit entre associés, il faut d'abord savoir qu'il n'y a pas de définition légale et qu'il y a de nombreuses situations qui sont sources de conflits. Et que principalement, on cherche à comprendre l'esprit du législateur qui considère, lui, que c'est l'intérêt social et donc la stabilité de la société qui va primer sur les conflits ponctuels qui se manifestent à l'occasion du vote de décision notamment. Tout conflit donc ne caractérise pas une situation de mésentente qui justifierait la nomination d'un administrateur ou la dissolution judiciaire de la société. On peut déjà distinguer deux grands types de conflits. Il y a un premier type de conflit qui est lié au manque d'anticipation dès la création de la société. Alors on voit, on peut faire défiler différentes causes. Du coup, il peut y avoir l'investissement inégal des associés au sein de la société, la politique de financement de la société, notamment le rapport au capital risque, la gestion du stress par rapport au capital risque, les orientations stratégiques, les orientations opérationnelles, la rémunération et la détermination des fonctions des dirigeants. Une deuxième cause serait aussi liée au désalignement des intérêts des uns et des autres au fil du temps. Donc là, c'est parce que la société va évoluer, parce que les intérêts des uns et des autres vont évoluer. Et donc là, on est surtout sur un type de comportement abusif, notamment le non-respect de la procédure des conventions réglementées, les violations des dispositions des statuts ou du pacte d'associés, les fautes de gestion et abus de biens sociaux, la rupture du contrat de travail de l'associé salarié ou l'abus de majorité ou de minorité d'un ou plusieurs associés. La deuxième partie va être principalement consacrée aux solutions d'anticipation et je laisse la parole à Stéphanie. Oui, je vous remercie Marine d'avoir présenté effectivement toutes les typologies de conflits d'associés qu'on peut représenter, qui peuvent exister. Vous voyez qu'il y a effectivement toute une variété de conflits d'associés qui est très importante, des conflits qui sont très divers, des conflits qui sont plus ou moins bloquants et qui peuvent conduire effectivement à remettre en cause la pérennité de la société ou au contraire effectivement être facilement surmontés. Donc il faut être bien conscient qu'on ne peut pas éviter tous les conflits, mais il existe plusieurs méthodes pour limiter le terrain conflictuel, pour anticiper effectivement toutes les situations qui pourraient se présenter de façon justement à éviter et remédier effectivement à ces conflits. Donc la première solution, ça va être de chercher à mettre en œuvre, de chercher effectivement à concilier les intérêts entre les associés dès le départ au stade de la création de la société et de mettre en œuvre une situation équilibrée pour qu'il n'y ait pas de source de frustration et de source de dysfonctionnement, j'allais dire intrinsèque, qui serait liée effectivement à une société qui n'aurait pas été mise sur les rails ou une association qui n'aurait pas été mise
très bien sur les rails dès le départ. Et puis, il y a également la possibilité, et même je dirais la nécessité, de prévoir en cas de conflit toutes les options possibles, c'est-à-dire les modalités de sortie du conflit, éventuellement évidemment de sortie de la société, ou éventuellement le recours à la médiation lorsque le désaccord est persistant. Donc, à ce titre, eh bien, il y a un premier travail qui est fait au stade de la création de la société, qui doit être fait, et c'est notamment par le biais des statuts. Lorsqu'on choisit les statuts qu'on va mettre en place, il est important de déterminer les pouvoirs des différents organes, des dirigeants, de l'Assemblée générale, voire éventuellement la création de comités, en ne mettant pas en œuvre, si vous voulez, en essayant de rester équilibré par rapport aux intérêts en présence et en ne mettant pas en œuvre des sources de blocage. Il est par exemple inutile que l'Assemblée générale soit amenée à se prononcer sur toutes les questions, parce que ça, c'est une source de dysfonctionnement au sein de la société. Il peut être également dangereux de confier à un seul tous les pouvoirs. Voilà, donc il faut véritablement organiser un équilibre entre les pouvoirs. Il y a lieu également de bien prévoir les modalités de prise de décision en assemblée générale. Qu'est-ce qui requiert la majorité simple? Qu'est-ce qui requiert une majorité qualifiée? Et éventuellement, qu'est-ce qui requiert l'unanimité? Alors, beaucoup vont se dire au stade de la Constitution, ben nous, il faut qu'on soit d'accord sur tout. Et je vois effectivement, moi, beaucoup de clients arriver en me disant, on a mis en place la règle de l'unanimité pour telle et telle décisions qui paraissent incontournables, qui paraissent vraiment importantes, et sans voir derrière que si effectivement l'unanimité n'est pas obtenue là où elle ne serait pas nécessaire, eh bien la société va se trouver dans une situation de blocage qui peut être tout à fait paralysante. Donc, il faut faire très attention à ça et trouver un équilibre en fonction finalement des apports de chacun. Et j'en viens effectivement à la détermination de la répartition du capital. Il est important au stade de la création de la société que les modalités finalement de répartition du capital soient cohérentes au regard des investissements de chacun, au regard des apports financiers de chacun, et puis au regard effectivement de la place que chacun va occuper dans la société. Et donc, c'est là-dessus que je souhaitais rebondir sur sur le petit sondage que Marine nous avait préparé. Je vois que 64% d'entre vous considèrent que s'associer de façon égalitaire dans une société est tout à fait envisageable et que c'est même une bonne idée. Et moi je tenais à attirer votre attention sur ce point, c'est que il existe une idée reçue selon laquelle s'associer à égalité n'est pas une bonne idée parce que justement, et on le comprend parfaitement bien, le fait de détenir de façon totalement équilibrée les pouvoirs peut être effectivement, lorsque les intérêts divergent, une source de blocage. Donc, quand on est à 50-50, on ne peut pas décider seul de la distribution de dividendes, on ne peut pas décider seul de l'arrivée d'un investisseur au sein de la société. Finalement, quand on est à 50-50, on ne peut rien faire tout seul. On est donc dans une règle d'unanimité forcée, ce qui signifie qu'en cas de désaccord, eh bien, la société peut très vite se trouver paralysée. Donc, vous l'avez compris, la répartition à 50-50, elle est extrêmement compliquée à mettre en œuvre. Et pourtant, moi, comme 64% d'entre vous, j'y suis favorable. Pourquoi? Parce que je considère aujourd'hui que, et la plupart des futurs associés qui viennent me voir lorsqu'ils sont deux notamment, ne considèrent qu'il n'y a aucune légitimité à conférer une voix de plus à l'un pour que finalement sa voix l'emporte en cas de discussion et que justement la répartition égalitaire forcera tout le monde à se mettre d'accord. Moi, je suis totalement en phase avec ceci. Une autre option qui est souvent proposée pour éviter cette répartition égalitaire, ça va être de dire on va mettre un arbitre au milieu, quelqu'un qui va détenir deux parts, donc chacun aura 49-49, et puis il y en aura un qui aura deux voix. C'est effectivement une proposition qu'on entend très régulièrement et qui pour moi est à éviter à tout prix, puisqu'en définitive cela va conférer un pouvoir total à l'associé qui détient les deux parts en cas de conflit, qui n'est pas forcément légitime, qui peut être même corruptible, dont on pense qu'il va être plutôt de notre côté, mais finalement 5 ans plus tard, qui ne le serait plus du tout. Et donc confier le sort de la société, le sort de ses intérêts
au vote de quelqu'un qui aurait que 2 voix, pour moi, c'est évidemment à proscrire. Donc, en réalité, oui, je suis pour la répartition égalitaire, mais attention, avec des clauses à aménager véritablement dans les statuts et dans le pacte d'associés, c'est-à-dire prévoir toutes les situations de blocage et prévoir la façon dont on va en sortir, la façon dont on va pouvoir effectivement trouver une issue à un conflit dès qu'il se présente. Et effectivement, vous l'avez compris, en matière de répartition égalitaire, le conflit bloquant, il peut arriver tout de suite. Alors, il y a également, évidemment, dans cette préparation, on va dire, de la vie associative, un incontournable qui est le pacte d'associés, qui est donc un acte extra-statutaire qui a pour objet d'organiser les règles de cohabitation entre associés et d'anticiper tous les conflits actuels. Le pacte d'associés, c'est vraiment un instrument de conciliation entre tous les intérêts en présence et un instrument d'anticipation. Et puis, c'est effectivement à l'occasion de la création du pacte d'associés qu'on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe évidemment en cas de désaccord. Alors, beaucoup viennent, souvent, il y a beaucoup d'idées reçues en disant, mais en cas de désaccord entre nous, de toute façon, aucune difficulté, on va toujours trouver une solution. On trouvera une solution quand la question se posera. Et finalement, effectivement, intervenant beaucoup dans les conflits d'associés, je m'aperçois que parfois la société est créée depuis 3 mois ou 6 mois et que, en définitive, au premier point de désaccord, qui va être la rémunération, la distribution de dividendes, l'investissement de chacun dans la société, la possibilité d'exercer d'autres activités à côté ou pas, toutes ces questions qui ne se sont pas posées en amont, bien, ça va être des questions qui vont devenir bloquantes et qui vont même parfois conduire à la cessation de la société. On arrête l'activité développée ensemble et on la développe ailleurs. Donc voilà, c'est un instrument d'anticipation qu'il est absolument nécessaire de travailler. C'est aussi une réalité économique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'associés qui vont se lancer justement dans la création d'une société, qui vont chercher des financements, et les banques, les organismes de financement vont exiger de pouvoir lire le pacte d'associés, de pouvoir s'assurer finalement que toutes les situations conflictuelles auront été abordées et que toutes les situations de sortie de conflit auront été appréhendées. Donc parfois, c'est vraiment la condition d'avoir fait un pacte d'associés qui soit assez complet pour obtenir un prêt d'honneur, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment indispensable. Et puis évidemment, pour que ce pacte d'associés soit opportun et efficace, il est absolument nécessaire de prévoir et d'anticiper toutes les causes de nullité et d'invalidité de l'acte, donc prévoir un pacte qui contienne des clauses valables, qui ne soient pas contraires à l'ordre public, qui ne réserve pas la part du lion à un des associés au détriment d'un autre, éviter évidemment que seul un associé soit tenu aux pertes et qu'un seul ait les dividendes, on le voit quand même parfois. Et puis, ça va être également éviter toutes les causes d'inefficacité, c'est-à-dire s'assurer de la transmission du pacte aux héritiers, à ceux qui rentreront dans la société une fois que les parts seront cédées, et éviter effectivement qu'une cause de nullité d'une clause ne s'étende à tous les actes. Et puis, ça va être éviter évidemment des clauses trop imprécises qui elles-mêmes vont être source de contentieux et de conflits parce qu'on ne parviendra pas à les appliquer. Et surtout, indispensable, pour s'assurer effectivement que tout ce qu'on aura bien prévu dans le pacte d'associés soit valable, il faut prévoir évidemment des sanctions. Des sanctions à tous les manquements qui auront pu être commis. Ça veut dire une clause d'exclusion d'un associé, présente dans le pacte, présente dans les statuts. Ça peut être une clause, une promesse de sortie, une clause dite de bad liver. Quand on a manqué à ses obligations dans le pacte, à une interdiction de concurrence, par exemple, ou une obligation d'exclusivité, on part. Et on part en bad liver, évidemment, avec une dégressivité sur le prix de ses parts. Donc, on part dans de mauvaises conditions. Puis, ça va être aussi de prévoir des sanctions financières, des indemnités à verser, et dans certains cas, lorsque c'est possible, ce qui n'est pas toujours le cas, l'exécution forcée d'un engagement. C'est pas toujours opportun. Par exemple, lorsque le pacte prévoit une obligation de s'investir à 100%,
on voit bien qu'on ne va pas pouvoir exiger de quelqu'un qu'il s'investisse à 100% dans la société. Ce qu'on pourra à ce moment-là organiser, c'est des dommages à intérêts s'il ne le fait pas. Donc voilà, tout ça, c'est absolument indispensable pour que la société, on va dire, soit sur des rails et pour permettre d'éviter évidemment d'éviter les terrains de conflit. Alors, nous avons préparé effectivement un modèle de pacte d'associés en SAS qui est disponible sur le site de BPI France et que vous pourrez consulter. Donc, on avait parlé de toutes les pratiques préventives et Marine avait effectivement abordé tous les terrains, on va dire, conflictuels. Et il y a effectivement un certain nombre d'éléments qu'il faut bien cadrer dès le départ pour éviter que ce soit un problème très vite ou à terme. Ça va être le mode de fonctionnement opérationnel et la rémunération. Comment va évoluer la rémunération? Est-ce que il faut prévoir une rémunération égalitaire, pas égalitaire? À partir de quel moment on se paye? Quels sont les frais qu'on va autoriser? Tout ça, c'est, je dirais, le terrain du conflit numéro 1. Cette absence d'accord sur ces problématiques va générer des conflits. Je sais notamment que dans toutes les SCP qui sont donc à destination, sont donc des sociétés principalement de notaires, de médecins, d'avocats, la problématique de la rémunération et de l'investissement au sein du travail, en termes de travail dans la société, est totalement prégnante parce que effectivement dans ces entités, c'est le travail de la personne en direct qui va générer le revenu. Donc, est-il normal que des associés à 25% touchent la même chose, sachant que un va travailler 2 jours par semaine au fil du temps et l'autre beaucoup moins. Donc voilà, ça c'est des éléments qui évidemment vont conduire à des conflits assez récurrents. Il peut y avoir aussi la question de la montée au capital ou du plafonnement de la participation. Ça aussi, c'est des terrains de conflit. Un associé qui arriverait à 10%, mais qui se mettrait à rapporter beaucoup de chiffre d'affaires, il est opportun, vraiment opportun de prévoir que, effectivement, dans ces cas-là, il pourra monter au capital ou éventuellement de savoir jusqu'à combien il peut monter en capital. Parce que si on ne le fait pas, il y aura nécessairement à terme un désinvestissement de l'associé qui sera tenté probablement d'aller s'associer ailleurs. Et puis, il peut y avoir aussi des problématiques de répartition du pouvoir, c'est-à-dire une véritable frustration de celui qui, par exemple, a toujours été égalitaire à hauteur de 30% au sein de la société à côté d'un autre, et puis qui, d'un seul coup, à la faveur du rachat par un autre de la totalité des autres parts, va se retrouver minoritaire face à un associé opérationnel, et donc à détenir plus que 30%, là où l'autre va détenir 70%, source de frustration et arrêt quasi immédiat de la société, puisque là où 2 associés opérationnels étaient d'accord pour s'investir de la même manière, eh bien, ça n'est plus nécessairement le cas. Donc, il y a évidemment toutes les questions à se poser autour de la possibilité, voilà, autour de la possibilité d'exercer des activités en parallèle de son activité au sein de la société ou pas. Et puis, une problématique qui est évidemment particulièrement importante, c'est celle de la politique financière de la société. Qu'est-ce qui se passe si on a besoin d'apports d'argent frais? Est-ce que chacun va faire des apports en compte courant? Est-ce qu'on va faire une augmentation de capital? Et surtout, comment on va distribuer les dividendes? Est-ce qu'il y aura des distributions de dividendes? C'est opportun de prévoir au moment où on va se lancer dans l'association que, par exemple, 30% des bénéfices seront distribués, 80%, qu'une partie sera mise de côté pour favoriser des investissements. Il faut que tout le monde s'accorde dessus. Moi, j'ai des conflits d'associés où on s'aperçoit finalement que le principal conflit, c'est que chacun travaille, mais certains perçoivent des rémunérations et systématiquement à l'Assemblée générale, les dividendes ne sont jamais distribués. Donc, il y a évidemment un préjudice évident pour les minoritaires qui souhaiteraient, ou même les associés non opérationnels qui souhaiteraient pouvoir toucher des dividendes et qui ne peuvent pas. Tout ça, ce sont des terrains effectivement de conflit importants.
Et puis, il y a donc toutes les clauses incontournables dans les pactes d'associés qui vont être des clauses destinées à assurer un équilibre, hein, les clauses de préemption, la possibilité de récupérer les parts de l'un pour rester dans le même, au moment du départ d'un autre, pour rester dans les mêmes niveaux de répartition au sein du capital. Ça va être des clauses d'inaliénabilité qui permettent d'assurer effectivement un équilibre entre les intérêts en présence. Les intérêts en présence, ça va être de dire, effectivement, moi, je suis d'accord pour entrer dans la société, mais à une seule condition, c'est que tu restes. Et que tu restes encore au moins 2 ou 3 ans. Ou alors, à l'inverse, ça va être de dire, effectivement, si tu rentres, je reste. Voilà. Ensuite, il y a toutes les clauses de sortie qui sont indispensables parce que c'est elles qui vont garantir effectivement la sortie du conflit d'associés et elles doivent être à tout prix intégrées pour justement favoriser une sortie rapide de la société. Donc ça va être les clauses de bad liver dont nous avons parlé, les clauses de sortie conjointe qui vont permettre effectivement à un associé d'avoir le droit de sortir en même temps qu'un autre, des clauses qui sont particulièrement importantes puisque à défaut, un associé partant pourrait imposer la présence d'un associé qu'on n'aurait pas choisi. Et puis ça va être les clauses d'exclusion qui sont mises en œuvre par les associés lorsque notamment un associé n'a pas respecté ses obligations, tout simplement. Donc, ça va être des clauses qui sont absolument indispensables. Et à côté de ça, il y a aussi des clauses de médiation et de négociation qui vont imposer aux associés en présence d'une situation de conflit, en présence d'une situation de blocage ou d'un différend, de recourir à un tiers pour pouvoir trouver une solution. Et ces clauses-là sont particulièrement intéressantes parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où une conciliation elle est vraiment entreprise, ou une médiation est vraiment entreprise, et qu'elle est bien menée aussi, hein, c'est-à-dire souvent en recourant au service d'un médiateur dont c'est vraiment le métier, elle a beaucoup de chances d'aboutir. Vous voyez, les clauses de sortie sont aussi des clauses de coercitives parce qu'elles existent, on sait que on va, coercitive et incitative, parce que ces clauses existent, on sait qu'on va se tenir droit ou alors qu'on va nécessairement trouver une solution. Et si on n'a pas trouvé de solution, bien dans ces cas-là, recours à un tiers. Donc, voilà, sur ce point. Et puis enfin, on avait prévu effectivement un petit cas pratique pour examiner rapidement la problématique qui est un tout petit peu différente des intérêts en présence des parties dans le cadre d'une levée de fonds. Parce que dans le cadre d'une levée de fonds, on n'est plus en présence d'une association d'associés opérationnels, on est en présence d'une société qui est déjà constituée, qui a des fondateurs et qui fonctionne, et qui va chercher des investisseurs pour effectivement se développer ou pour favoriser le lancement de son activité. Dans ces conditions, les intérêts en présence ne sont plus du tout les mêmes et les intérêts à concilier ne sont plus du tout les mêmes. Il y a d'un côté les fondateurs, effectivement, qui, eux, vont avoir le souci de faire entrer des investisseurs, mais de ne pas y perdre non plus leur ADN, de s'assurer éventuellement de leur sortie à terme, de s'assurer finalement du maintien du respect de leurs intérêts. Ça veut dire s'assurer effectivement qu'ils ne pourront éventuellement pas être dégagés, ou s'ils sont à un moment donné conduits vers la sortie, de s'assurer effectivement qu'ils le sont dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec un petit package de sortie. Ça va être aussi pour eux de s'assurer qu'on ne va pas leur imposer de rester trop longtemps dans la société si ce n'est pas conforme à leur objectif de départ. Donc ça va être de négocier évidemment le fait de rester dans la société selon les intérêts en présence plus ou moins longtemps. Et puis, la possibilité, effectivement, de ne pas se voir imposer comme associés des personnes qu'ils n'auraient pas choisies. Et puis, de l'autre côté, l'intérêt des investisseurs, ça va être de protéger, évidemment, leur investissement en s'assurant de
des hommes, enfin du maintien intact de l'engagement des hommes clés au sein de la société, et donc en organisant la possibilité de pouvoir les sortir si jamais l'investissement n'est plus au rendez-vous, de pouvoir effectivement les empêcher d'aller travailler ailleurs, c'est-à-dire mettre en œuvre des interdictions de concurrence, des clauses d'exclusivité, et ça va être à terme pour les investisseurs la possibilité de s'assurer que quoi qu'il arrive, leur investissement initial ne va jamais perdre de la valeur. Donc ça va être toutes les clauses de rachat qui vont leur permettre finalement de s'assurer du maintien effectivement de la valeur de leur investissement. Et puis éventuellement, si la société venait à être dissoute ou liquidée, de s'assurer qu'ils récupéreront en premier leur billes par rapport aux autres. Donc il y a des intérêts évidemment totalement contradictoires à prendre en considération et qui doivent nécessairement être conciliés pour s'assurer effectivement qu'à l'issue de la levée de fonds, bien la société soit sur des rails, qu'on sache où on aille et que finalement chacun y trouve son compte sans avoir le sentiment ou pour les hommes clés, pour les fondateurs de cette fée totalement écrasée, ou pour les investisseurs, effectivement, d'avoir pris peut-être un risque à la légère. Donc voilà, tout est une question de mesure. Alors, on va évoquer ensuite les solutions pour régler un conflit d'associés, puisqu'effectivement, comme je l'ai évoqué, le pacte d'associés, la réflexion au moment de la constitution de la société, les statuts, sont des outils extrêmement importants, indispensables pour pouvoir limiter les zones de conflit. Mais parfois, il y a des conflits effectivement qui sont inévitables et qu'on ne peut pas éviter, qu'il ne faut pas éviter. Et effectivement, nous allons aborder les solutions pour régler ce conflit. Alors, le conflit qui va exister de façon assez récurrente, ça va être celui lié à un manque d'information des associés. On va priver un associé minoritaire de sa possibilité d'accéder à l'information. On va le tenir à l'écart. On va éventuellement porter atteinte à ses droits. On ne va jamais distribuer de dividendes. On va prendre des décisions qui seraient contraires à ses intérêts, mais qui seraient conformes aux intérêts des majoritaires. Et effectivement, des décisions qui pourraient même être pénalement qualifiées, c'est-à-dire c'est le cas assez classique du dirigeant qui va à un moment donné privilégier ses intérêts, s'accorder des rémunérations excessives, faire des frais trop importants, vraiment littéralement se servir dans la caisse de la société. Tout ça, ce sont effectivement c'est des conflits qui relèvent de la responsabilité des dirigeants, des actionnaires majoritaires et qu'il va falloir effectivement, qui seront difficilement difficilement susceptibles d'être réglés facilement. Donc il va falloir pour ça passer à la stratégie judiciaire. Et la stratégie judiciaire va souvent commencer par l'exercice par l'associé de son droit à l'information. Ça va être, effectivement, en tant qu'associé au sein d'une société, il y a toujours la possibilité d'aller, enfin toujours, c'est organisé de telle ou telle façon selon les formes de société, mais il y a toujours à un moment donné dans l'année, à une période, parfois même de manière constante, un droit de poser des questions, un droit d'obtenir les comptes sociaux, un droit même d'accéder, dans certains cas, à l'ensemble des documents sociaux et d'obtenir, en cas de résistance du dirigeant concerné, de l'associé majoritaire, d'obtenir judiciairement la possibilité d'exercer ce droit. Souvent, un conflit va commencer comme ça. Puis ensuite, il y a la possibilité, dans certains cas, d'aller demander une expertise de gestion. On considère effectivement qu'il y a manifestement des actes anormaux de gestion ou des actes préjudiciables à la société ou aux intérêts des minoritaires. Et dans ces cas-là, on va aller demander au tribunal de désigner un expert pour mener cette expertise de gestion. L'ensemble de ces éléments va permettre de réunir des preuves de manquement de la part de l'associé, du dirigeant, à ses obligations et de rapporter la preuve de tout ce qui n'est pas conforme à l'intérêt social et donc de lancer le conflit. Donc, une fois cette preuve rapportée, effectivement, il va y avoir une mise en demeure
qui va être systématiquement préalable à la mise en œuvre aussi du conflit, ça va être de donner des informations et ensuite d'indemniser, de cesser des agissements litigieux. Et la mise en demeure, il faut savoir que c'est un préalable de toute façon à toute action judiciaire. Elle est obligatoire. On est obligé de justifier d'avoir entrepris des démarches amiables pour obtenir gain de cause ou pour faire valoir ses droits avant de lancer l'action judiciaire. Évidemment, en matière de conflit d'associés, de comportement répréhensible, les 3/4 du temps, la mise en demeure ne va pas être suivie des faits et c'est la voie judiciaire qui va s'imposer. Donc, tout un panel d'actions sont possibles. Ça va être des actions exercées par l'associé au nom de la société. On va considérer qu'un dirigeant, par exemple, commet un certain nombre d'abus de droit ou d'actes anormaux de gestion. Et puis, dans l'intérêt social, on va déclencher l'action dans le but de faire rentrer l'argent, d'obtenir une rationalisation des agissements, mais en faveur de la société. Ça peut être aussi des actions pour pouvoir sanctionner des abus de majorité ou des abus de minorité. On pense évidemment aux gérants majoritaires qui se serviraient, qui est le cas d'école, qui se serviraient une rémunération très excessive, refuseraient la distribution de dividendes, feraient des frais sur le dos de ses associés sans qu'il y ait en face un intérêt quelconque pour la société, et donc au préjudice des minoritaires qui, eux, se voient nécessairement privés d'une partie de leurs dividendes. Ça va être évidemment d'engager la responsabilité des dirigeants pour des fautes de gestion et éventuellement aller jusqu'à demander la révocation judiciaire de ses fonctions lorsqu'on se trouve effectivement en désaccord avec ses associés sur le fait d'aller sortir un dit dirigeant. Ça peut également donner lieu à la désignation d'un mandataire provisoire qui va reprendre les commandes et écarter tout simplement le dirigeant mal intentionné ou malveillant pendant une durée nécessairement limitée. Je repasse la parole à Marine sur l'analyse des différentes issues d'un conflit d'associés. Merci Stéphanie. Effectivement, alors avec tout ce qu'on a pu voir, il y a différentes issues et nous en avons nommé certaines. La première, et on vous la souhaite, il s'agit de la résolution amiable et donc de faire appel à, soit elle peut être résolue entre les parties, soit de faire appel à un mandataire qui sera un tiers impartial et indépendant pour vous permettre de trouver un accord avec votre associé et ainsi de résoudre la situation. La seconde, elle est souvent d'ailleurs prévue dans les pactes d'associés. Il s'agit du retrait ou de la sortie forcée ou de l'exclusion d'un associé. Il y a aussi la solution de la revente de la société. Ou alors, il y a aussi par la voie judiciaire l'annulation des actes qui peuvent porter grief et la réparation par l'octroi de dommages et intérêts par la voie judiciaire. Enfin, la dernière solution, la dernière issue, c'est celle qu'on peut vous souhaiter le moins. Il s'agit de la dissolution judiciaire anticipée. Donc, c'est la perte de la personnalité juridique. Elle est très strictement admise par les tribunaux. Et c'est vraiment la solution qu'on peut souhaiter, qu'on peut vous souhaiter le moins. Voilà, je vous laisse rebondir si vous souhaitez rajouter un mot à ce propos, Stéphanie. Non, j'étais en train de regarder le chat et de prendre. Oui, d'accord, ok. Non, mais parce que vous m'aviez expliqué que quelquefois c'est en étudiant la solution de la dissolution judiciaire qu'on obtient aussi quelquefois des accords amiables. Donc, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Effectivement, la dissolution judiciaire, effectivement, c'est la mesure de l'extrême, c'est la mesure qui fait peur parce que c'est tout simplement la fin de la société. Et elle est effectivement parfois le simple fait de menacer d'une dissolution judiciaire anticipée, c'est-à-dire de lancer une action, va ramener tout le monde à raison et à trouver un terrain d'entente. Voilà, ça c'est effectivement une arme judiciaire qui est redoutable, même si dans les faits, évidemment, on comprend qu'un juge aura toujours beaucoup de mal à ordonner une dissolution judiciaire,
et cherchera toujours à mettre en œuvre une batterie de mesures correctives avant d'envisager ce qui pour lui est le pire, et pour les associés aussi d'ailleurs. Merci. Enfin, on a voulu faire un point sur les bonnes pratiques. Donc, l'une des bonnes pratiques, c'est justement de se poser les bonnes questions en vous associant, et on espère que ce webinaire y aura entre autres répondu. La deuxième pratique serait de porter attention à la rédaction du pacte d'associés. Et finalement, elle entraîne la dernière qui est la plus importante, c'est surtout de prendre conseil auprès d'un avocat pour mettre en œuvre une stratégie globale, notamment concernant le pacte d'associés. L'intérêt, on a mis à disposition un modèle de pacte d'associés, mais c'est vrai que l'idée, c'est de le faire évoluer dans le temps et qu'il soit conforme à vos attentes, qui puisse refléter l'état actuel de la société. Je vois beaucoup de questions, notamment concernant, j'ai vu une question, est-ce qu'il faut rédiger un pacte d'associés à l'occasion de l'entrée d'un nouvel associé? Oui, effectivement, mais je laisse Stéphanie y répondre parce qu'on va pouvoir passer au temps d'échange questions-réponses. Stéphanie, du coup, il y a beaucoup de questions, notamment entre le rôle du pacte d'associé par rapport au statut. Ça, il y a quelques questions auxquelles on peut répondre, peut-être pour distinguer bien l'intérêt de l'un et de l'autre. Et puis sinon, je vous laisse en prendre connaissance. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, le rôle du pacte par rapport au statut, je vois pas la question sur le fil, puisque je vois qu'il y a beaucoup de questions. Mais effectivement, les statuts vont organiser, on va dire, les grandes lignes de la société, et le pacte va venir en complément et éventuellement créer une étant opposable qu'entre les signataires, il va créer des obligations exclusivement à charge ou en faveur, et des droits en faveur de ceux qui vont signer. Donc voilà, c'est un outil qui est un peu complémentaire et puis qui a le mérite d'être confidentiel. Donc tout ce qu'on ne va pas mettre dans les statuts, pourra et qui eux sont publiés, hein, les statuts sont publiés. Tout ce qui ne va pas être mis dans les statuts pourra demeurer confidentiel, et c'est parfois vraiment stratégique. C'est stratégique, notamment, je pense, à des sociétés qui voudraient faire appel à des investisseurs, de garder entre eux les modalités de préemption, les modalités de sortie conjointe qui auraient pu être négociées pour justement éviter peut-être des offres trop basses à certains moments, et puis permettre effectivement aux associés de négocier de façon optimum l'arrivée d'un nouvel investisseur. Il y a effectivement des clauses qui doivent impérativement rester confidentielles. Donc voilà, c'est vraiment un outil complémentaire qui doit s'harmoniser effectivement avec les statuts, puisqu'il faut faire attention à ce que les clauses du pacte ne soient pas contraires à celles des statuts, sous peine de créer de la difficulté là où effectivement l'objectif, ça serait plutôt de simplifier complètement les process. Voilà. Je vais prendre une autre question. Est-ce qu'on doit refaire un pacte d'associés à chaque entrée d'un nouvel associé? Non, pas nécessairement. On peut veiller à rendre opposable le pacte d'associés à un associé qui viendrait racheter les parts de celui qui sort, et donc s'assurer que les mêmes obligations vont s'imposer à lui. Mais très souvent, et notamment à l'occasion de l'entrée d'investisseurs, les cartes sont rebattues et les obligations des uns et des autres sont renégociées. Et puis souvent, les investisseurs, effectivement, qui amènent beaucoup d'argent, vont vouloir surveiller comme le lait sur le feu, on va dire, leurs investissements, et donc que leurs intérêts sont bien protégés, et intégrer toute une batterie de clauses qui vont les concerner. Donc, effectivement, à l'entrée d'un nouvel investisseur qui arrive avec effectivement notamment beaucoup de fonds, les cartes sont complètement rebattues. Est-ce que le pacte d'associés peut-il prévoir les futures ouvertures, augmentation de capital?
pacte modifiable ou anticipation dès le départ. Oui, tout à fait. Le pacte d'associés peut déjà prévoir, ça va être, on va dire, dans la ligne de développement de la société, dans les grandes orientations. Il est tout à fait possible de prévoir que dans 2 ans, ou alors quand la société aura atteint tel niveau de rentabilité, ou alors aura besoin de fonds propres pour favoriser le lancement de tel ou tel service ou telle action, à ce moment-là, on ouvrira, je dirais même c'est opportun de le prévoir dès le départ pour s'assurer que tous les associés iront sur cette voie et donc voteront en faveur de l'entrée d'un nouvel investisseur et d'un nouvel associé, et donc en faveur d'une augmentation de capital. Comment s'assurer que chacun des associés perçoive des revenus de l'entreprise? Là, on est toujours effectivement dans la recherche d'équilibre. Il peut y avoir 2 méthodes. Soit les associés sont des associés opérationnels qui exercent vraiment des fonctions au sein de la société. Donc, s'ils sont salariés, le pacte d'associés peut prévoir des dispositions qui concernent effectivement le contrat de travail ou les modalités de rémunération de l'associé en question. Donc, ça va être, la première année, à partir de telle date, il y aura un contrat de travail qui sera mis en place. Et donc, à partir de tel niveau, de telle atteinte de niveau de rentabilité, il est prévu une augmentation. Alors, on peut prévoir les conditions de l'évolution de la rémunération. C'est aussi possible pour les associés qui n'ont pas le statut de salarié, qui ont le statut de dirigeant. On va prévoir les modalités de rémunération des dirigeants. Et puis, on va aussi prévoir, en marge de toutes les politiques de rémunération et même de prise en charge de frais, on va prévoir effectivement la politique de distribution de dividendes. Et ça, effectivement, c'est une question qui est souvent centrale en matière de conflit d'associés. C'est à partir de quand on distribue des dividendes. C'est toute l'orientation de la société qui en dépend. Certains vont considérer qu'à partir du moment où la société est bénéficiaire, il faut impérativement qu'elle se constitue une trésorerie pour pouvoir lancer une autre activité, pour pouvoir se déployer sur tel marché, etc. Et d'autres, au contraire, vont avoir besoin de cette distribution ou vont tout simplement souhaiter percevoir les dividendes tout de suite. Et donc, il est nécessaire de prévoir, et on peut le prévoir, soit qu'à partir d'une certaine date, 30% des dividendes seront distribués, 80% des dividendes sont distribués, et c'est tout à fait opportun, notamment pour les associés minoritaires, de le prévoir, puisqu'ensuite, on sait qu'ils n'auront plus du tout la possibilité, étant minoritaires, de voter la distribution des dividendes. Il leur faudrait 51% pour pouvoir y aller, et à défaut de l'avoir prévu, ils pourraient les associés minoritaires pourraient se voir imposer effectivement ce qui a été le cas dans un de mes dossiers pendant des années et des années, l'absence totale de distribution de dividendes, tandis que l'associé majoritaire se versait des grosses rémunérations, avait une politique de frais assez contestable, et effectivement, on le voit bien, associé minoritaire d'une société où seul l'associé majoritaire perçoit une rémunération, il n'y a plus aucun intérêt à en faire partie. Donc voilà, il est indispensable de le prévoir. Les associés nationaux, y a-t-il avec un ou des associés de nationalités différentes, est-ce qu'il y a des éléments à anticiper pour prendre en compte le contexte international des associés? C'est une question intéressante puisqu'effectivement, chaque associé arrive avec sa culture de l'association. Et moi, je dirais toujours que, pour moi, une association réussie, c'est toujours une association et un pacte réussi, des modalités mises en œuvre, c'est toujours le reflet du tour de table. Donc, si vous voulez que l'association parte bien, il faut prendre en considération les us et coutumes de chacun. Et effectivement, le contexte international des associés, alors au-delà des clauses qui vont déterminer le droit applicable, etc., mais c'est également à prendre en compte pour arriver à bâtir le socle d'une association qui dure. Et on voit effectivement beaucoup d'associations avec des anglo-saxons qui sont complètement teintées de droit anglo-saxon, ou alors
effectivement des associations avec des Espagnols. Les préoccupations ne seront jamais les mêmes, mais c'est important de les entendre et de les intégrer au stade de la création du pacte. Le pacte d'associés est-il le bon outil pour pouvoir moduler les pourcentages de pouvoir décision différemment des pourcentages de détention économique? Oui, tout à fait. C'est un bon outil pour pouvoir effectivement réorganiser entre les associés signataires du pacte les modalités de décision. Donc, généralement, il va être prévu, on va dire, dans les statuts que l'Assemblée générale va pouvoir prendre les décisions, donc va devoir se prononcer pour prendre telle décision. Donc, on va lui accorder effectivement un ensemble de domaines précis qui vont être de son ressort et prévoir que les décisions vont être prises à la majorité simple, à la majorité qualifiée, etc. Et dans le pacte d'associés, ça ne regarde pas forcément tout le monde, mais prévoir qu'en définitive, il va y avoir une strate complémentaire pour que la décision soit valablement adoptée. Il va falloir que les associés se mettre d'accord entre eux, qu'il y ait un comité consultatif ou un comité stratégique qui ait donné son avis avant, un avis favorable, un avis conforme, avec évidemment des difficultés aussi qui sont l'opposabilité des décisions à la société. Notamment, tout ce qui est prévu dans les statuts est opposable de plein droit à la société et ce qui est prévu dans le pacte n'est opposable qu'entre les associés. Donc, il faut s'organiser pour arriver à créer des conditions d'opposabilité de ce qui est décidé dans le pacte à la société aussi. Donc, ça, c'est une source de complexité, on va dire, mais avec des solutions et puis des précautions à prendre. Au sujet de la répartition du capital à 50-50, quelles seraient vos préconisations ou retour d'expérience dans une association à 3? Les mêmes préconisations que dans une association à 2, c'est-à-dire prévoir dans le pacte d'associés toutes les modalités en cas de situation de blocage. Et alors, en matière de répartition égalitaire, il n'y a jamais de situation qui soit exceptionnelle, qui soit vraiment satisfaisante. Il n'y a finalement que des solutions de sortie. Et les solutions de sortie, ça va être très généralement, puisque c'est la clause que l'on retrouve partout, la fameuse clause de buy or sell, qui va être de dire, on va constater le blocage, on va essayer de se mettre d'accord, mais non, voilà, on ne peut pas, là, c'est vraiment des divergences qui sont trop profondes, donc il va falloir mettre en œuvre une sortie, des conditions de sortie, et donc ça va être de dire, voilà, je fais une offre pour te racheter tes parts, et puis soit tu l'acceptes, mais si tu l'acceptes pas, moi je m'engage à te les vendre. C'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Donc c'est la sortie obligatoire, j'allais dire, dans une association égalitaire. Et puis il y a également une autre méthode qui consiste à mettre sur une table une enveloppe fermée avec une offre de rachat des parts de l'autre. Donc ici on pourrait le concevoir avec des blocs, puisqu'on serait 3, effectivement, donc un bloc de 2 à 50 et un autre à 50. Et puis, celui qui a fait l'offre la plus élevée l'emporte. Voilà. Donc, c'est terrible, c'est presque de la roulette russe, c'est-à-dire qu'on joue sa participation au sein de la société sur est-ce que j'ai mis 1 euro de plus ou pas, voilà, quelle est la position de l'autre. Donc, c'est très insatisfaisant, mais justement, c'est tellement insatisfaisant que vous comprenez bien qu'il y a effectivement un effet totalement coercitif, c'est-à-dire et dissuasif. On va se mettre d'accord parce qu'on veut éviter ça. Voilà. Et c'est le meilleur, c'est effectivement la meilleure chose. Moi, je le répète, je ne peux pas. Au début, j'étais très, très, très réfractaire sur les répartitions égalitaires, source vraiment de conflits, de désaccords. Et je trouve qu'il n'y a aucune légitimité aujourd'hui à ne pas le mettre en œuvre. Parce que les gens, on ne peut pas considérer qu'on va donner plus de pouvoir à l'un ou à l'autre dans un système où, en réalité, les répartitions, les apports des uns et des autres sont réellement strictement égalitaires.
Donc voilà, ça demande juste un peu d'organisation et puis surtout la conscience qu'on est sur un terrain glissant et qu'il va falloir avancer. Voilà, ça demande également de choisir très bien son associé, de ne pas s'associer avec quelqu'un qui aime trop jouer aussi et qui serait prêt à tout sacrifier en se disant bon ben voilà, ça suppose un esprit de conciliation aussi et de recherche d'accord et peut-être effectivement de ne pas avoir le conflit dans le sang, on va dire. Quid du cas de reprise des titres à hauteur de 85% et du maintien de l'associé en place à hauteur de 15%. Ben, c'est là effectivement que toute l'organisation dans le cadre d'un pacte d'associés prend sa valeur. Ça peut être une situation tout à fait cohérente, tout à fait bénéfique pour l'associé qui est à hauteur de 15%, enfin qui a une participation à hauteur de 15%, pour peu qu'il ait veillé suffisamment à protéger ses intérêts, à s'assurer qu'il percevra des dividendes, à s'assurer qu'il ne pourra pas être exclu s'il a des fonctions opérationnelles, qu'il ne pourra pas être exclu sur un coup de tête, ou alors s'il est dans des conditions correctes. Tout passe par la négociation et le fait de trouver effectivement un équilibre. Un associé minoritaire peut être très bien défendu s'il a bien défendu sa position dans le cadre du pacte d'associés. Voilà, apparemment, un blocage arrive pour arriver à la visio, c'est pas ça. Et donc, effectivement, je vois la dernière question qui arrive. Donc, le replay sera disponible effectivement dès demain, d'après ce que j'ai compris. Le micro, Marine. Merci. Il y avait quelques questions dans le chat aussi, qui étaient principalement d'ordre technique, hein, mais certaines personnes ont posé des questions dans le chat. Du coup, je pense qu'on va répondre à cette dernière question et puis après, je vous invite à revenir vers Stéphanie si vous avez d'autres questions. Le lien vers son profil LinkedIn sera disponible sur le support de présentation. Il y a une personne qui nous demande de parler de la présidence tournante. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ou ça vous semble compliqué d'en parler comme ça à la volée? La présidence tournante, j'avais pas vu la question. L'opportunité de mettre en œuvre une présidence tournante. Ça doit être ça. Ouais. Alors, je vais faire une réponse qui sera sans doute pas très satisfaisante, mais je dirais c'est exactement, ça rejoint un peu ce que j'indiquais. Tout dépend de vos associés. Je pense qu'il n'y a pas de solution mauvaise en soi. Tout dépend des personnes avec qui vous êtes associés. Moi, je trouve qu'une présidence tournante, de toute façon, il faut savoir que, alors je ne sais pas si on parle de SAS, j'imagine que c'est le cas, mais il est d'usage d'organiser en fait l'exercice des pouvoirs par deux personnes. Ça va être le président d'un côté et le directeur général à qui on va souvent confier des pouvoirs peu ou prou identiques. Donc on va arriver souvent vers une coprésidence avec la possibilité effectivement d'interchanger les rôles. Moi, je n'ai absolument rien contre la possibilité d'intervertir de façon régulière les rôles. Très bien. Merci beaucoup, Stéphanie. Et je vous en prie. C'était vraiment chouette de travailler avec vous. Merci beaucoup. Je vous remercie, Marine. J'en profite pour vous inciter à vous inscrire ou au moins à réserver votre date. Big, c'est un événement incontournable chez BPI France au service des entrepreneurs qui aura lieu à l'Accor Arena. Et cette année, on va fêter les 10 ans de Big sous la thématique du progrès. C'est un événement qui se prépare à l'avance. Vous pouvez assister à des masterclass, vous pouvez échanger avec des conseillers. Enfin, c'est assez intéressant comme événement et utile pour les entrepreneurs qui font leur société. Un lien d'inscription, vous verrez, sera disponible sur le support
de présentation qui sera rapidement disponible. Donc le replay et le support seront disponibles à cette adresse. Vous allez dans l'onglet webinaire. Et puis, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de BPI France Création si vous n'y allez pas régulièrement. Sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter qui vous recevez tous les mardis des informations pratiques concernant la gestion de votre société, des informations juridiques et autres. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne association surtout, et à très bientôt sur le site et à l'occasion de nos webinaires. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée.